5 siècles avant Jésus-Christ, Démocrite admettait deux principes de formation de l'univers, le plein qu'il nomma atomos, c'est-à-dire indivisible, et le vide. Les atomes existent sous plusieurs formes, sont innombrables et se déplacent sans arrêt dans le vide. Ils peuvent s'assembler pour former différentes matières. Ils sont si petits qu'on ne peut les voir et il est impossible de les diviser. 3 siècles avant Jésus-Christ, Aristote pense que le vide n'existe pas car la nature a horreur du vide et que s'il existait, il empêcherait tout mouvement. À ses yeux, la Terre est composée de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Malheureusement, la plupart de ces recherches entravèrent le développement de la science durant fort longtemps. Fort longtemps. En 1803, après le développement de la théorie des éléments chimiques par Lavoisier, le physicien britannique John Dalton considère que la matière est faite d'atomes et que lors d'une réaction chimique, ces atomes insécables de forme sphérique peuvent se combiner avec d'autres atomes. Il décrit ainsi un premier modèle historiquement connu sous le nom de modèle de Dalton. Celui-ci restera en place durant de nombreuses années. En 1898, Joseph Thomson propose un nouveau modèle de l'atome. Les électrons chargés négativement et des particules plus lourdes chargées positivement sont confinés dans une sphère de rayon environ égale à 0,1 nanomètre. En 1911, Ernest Rutherford propose un modèle de l'atome où il serait un système solaire en miniature, c'est-à-dire avec l'électron gravitant autour du noyau comme la Terre autour du Soleil. En 1913, Niels Bohr complète ce modèle en ajoutant que les électrons ne peuvent occuper que des orbites bien précises, que les électrons sont plus nombreux sur les orbites les plus éloignées et que certaines sont plus stables que d'autres. En 1926, Erwin Schrödinger propose un nouveau modèle de l'atome dans lequel les électrons ne dérivent plus des orbites mais sont contenus dans des nuages. C'est le modèle actuel de l'atome, le modèle quantique. Si on zoome sur ce morceau de charbon, nous allons tomber très rapidement sur son composant le plus petit, c'est-à-dire l'atome de carbone, qui n'est pas noir. Nous distinguons tout d'abord le nuage électronique composé d'électrons, de symbole E-, de charge électrique QE égale E égale moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et de masse ME égale 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Ces électrons semblent évoluer autour d'un centre. En zoomant une nouvelle fois, nous tombons sur ce centre qui est le noyau atomique. Ce noyau atomique est un petit peu comme un sac de billes. Ces billes qu'on appelle des nucléons. Parmi ceux-ci, on distingue les billes bleues, qu'on appelle neutrons, du fait de leur charge qui est nulle, et leur masse est 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. Les billes rouges, maintenant, qu'on appelle des protons, qui ont une charge positive qui vaut plus E, soit plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et leur masse qui vaut MP égale 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg. Pour symboliser le noyau d'un atome, deux termes nous sont indispensables. Tout d'abord, le nombre de nucléons, qu'on appelle nombre de masse A, et qui, pour 7 atomes de carbone, vaut 12. Puis le nombre de protons, qui est appelé numéro atomique, noté Z, et qui, pour tous les atomes de carbone, vaut 6. On symbolisera le noyau de cet atome de carbone de la façon suivante. D'une façon générale, nous écrirons le symbole de l'élément auquel appartient l'atome. En haut, à gauche, le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et en bas à gauche, le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Quelques exemples pour déterminer la constitution d'un noyau. Par exemple, pour ce noyau, on dira que le noyau de cet atome de carbone est composé de A égale 12 nucléons, dont Z égale 6 protons, et N égale A moins Z égale 12 moins 6 égale 6 neutrons. Autre exemple, pour le noyau de cet atome de chlore. On dira le noyau de cet atome de chlore est composé de A égale 35 nucléons, dont Z égale 17 protons, et
N égale A moins Z égale 35 moins 17 égale 18 neutrons. Enfin, pour le noyau de cet atome de fer 56, on dira le noyau de cet atome de fer est composé de A égale 56 nucléons, dont Z égale 26 protons et N égale A moins Z égale 56 moins 26 égale 30 neutrons. On voit que le nombre de protons n'est pas nécessairement égal au nombre de neutrons. En revanche, l'atome isolé est un édifice électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant d'électrons de charge électrique négative dans son nuage électronique que de protons de charge électrique positive dans son noyau. C'est grâce au numéro atomique qu'on a pu classer les éléments dans un tableau appelé classification périodique des éléments, où ils sont classés par numéro atomique Z croissant. Dans chaque case de cette classification, on retrouve 3 informations très importantes qui sont, de haut en bas, le nom de l'élément, le numéro atomique de l'élément et le symbole chimique de l'élément. La 4e information, ce sera pour plus tard. Exemple et application. Nous cherchons le symbole et le numéro atomique du carbone. On retrouve le carbone encadré dans la classification. Et sans difficulté, on trouve son symbole C et son numéro atomique Z égale 6. Faisons la même chose pour le chlore. Symbole Cl, Z égale 17. Inversement, si on connaît le numéro atomique de l'élément, ici Z égale 12, on cherche dans la classification et on trouve facilement qu'il s'agit du magnésium de symbole Mg. Comment se forment les ions? Commençons par les plus simples, les ions monoatomiques. Premier exemple, l'ion oxygène. Au départ, il y a l'atome d'oxygène. De numéro atomique Z égale 8. Il y a donc 8 protons dans son noyau. L'atome étant électriquement neutre, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons dans le nuage électronique. Il y a donc 8 électrons dans le nuage électronique de cet atome. La charge électrique de chaque proton du noyau est rigoureusement compensée par celle d'un électron. Mais l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons. Il reste alors 2 électrons dont la charge électrique n'est plus compensée et la charge globale de l'entité obtenue est de -2. On dit que l'atome d'oxygène s'est transformé en un ion négatif appelé anion. Son symbole est alors O2-. De façon générale, on dira que si un atome gagne un ou plusieurs électrons, alors sa charge globale est négative. Cet ion s'appelle un anion. Si un atome d'un élément X gagne n électrons, il porte n charges négatives et sa formule est alors Xn-. Deuxième exemple, l'ion aluminium. Au départ, il y a l'atome d'aluminium, de numéro atomique Z égale 13. Il y a donc 13 protons dans le noyau. L'atome étant un édifice électriquement neutre, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons dans le nuage électronique. Cet atome d'aluminium a donc 13 électrons dans son nuage électronique. Mais l'atome d'aluminium peut perdre 3 électrons. Il reste alors 3 protons dont la charge électrique n'est plus compensée. Et l'entité obtenue porte donc une charge globale plus 3. On dit que l'atome d'aluminium s'est transformé en un ion positif appelé cation. Et son symbole est Al3+. D'une façon générale, on dira que si un atome perd un ou plusieurs électrons, alors sa charge globale est positive. Cet ion s'appelle un cation. Si l'atome d'un élément X perd
n électrons, il porte n charges positives. Et sa formule est alors Xn+. Pour les ions polyatomiques, nous n'entrerons pas dans les détails. Ils sont simplement appelés polyatomiques parce qu'ils sont composés de plusieurs atomes. Exemple, l'ion sulfate. Cet ion est composé d'un atome de soufre, de 4 atomes d'oxygène et porte une charge globale -2. Pour l'ion ammonium, il est composé d'un atome d'azote, de 4 atomes d'hydrogène et porte une charge globale +1.